la Corée du Sud a battu 3 fois son record national de température. Les États-Unis sont simultanément en proie à près d'une centaine de grands incendies. À Porto Rico, une sécheresse record a privé les habitants d'eau. En Éthiopie, un glissement de terrain s'est abattu sur des centaines de pèlerins. En Thaïlande, un footballeur a été mortellement blessé par la foudre en plein match. Les événements les plus marquants de la semaine écoulée dans la suite de ce tour d'horizon. Thaïlande. Le 4 août, une tragédie s'est produite dans la ville de Sungai Kolok, dans le sud de la Thaïlande. Pendant un match de football, un orage a éclaté avec de fortes pluies et des vents violents. À un moment donné, la foudre a frappé directement le terrain de football. En conséquence, 12 personnes ont été blessées et brûlées et le match a été immédiatement interrompu. Tout s'est passé en quelques secondes. Les victimes ont raconté qu'après l'impact, elles ont ressenti une forte décharge électrique et un engourdissement avant de s'effondrer au sol. L'un des joueurs a perdu connaissance. Ses coéquipiers et des témoins se sont immédiatement précipités pour lui porter secours. La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais n'a pas pu être sauvée. Cet incident montre une fois de plus à quel point un orage peut être dangereux en terrain découvert. Dans un contexte d'activité orageuse croissante sur la planète, la présence d'objets plus élevés à proximité ne doit pas être considérée comme une protection fiable. C'est pourquoi, dès les premiers signes d'orage, il est crucial d'interrompre toute activité en extérieur et de se mettre à l'abri dans un endroit sûr. Éthiopie. Dans la région éthiopienne de l'Amara, un glissement de terrain majeur s'est produit le 3 août près du monastère de Tsotkan Mariam. La tragédie a eu lieu vers 7h du matin, alors que des centaines de pèlerins étaient rassemblés pour un rituel dans le lieu de prière creusé dans la roche. Selon le diocèse local de l'église orthodoxe éthiopienne, des centaines de personnes se trouvaient sur le site du monastère à ce moment-là, dont beaucoup étaient venus de loin. D'énormes rochers, accompagnés de boue, se sont effondrés depuis le flanc de la montagne directement sur la salle de prière et les terrasses où se trouvaient les fidèles. À la suite de cette catastrophe naturelle, 14 personnes ont perdu la vie et 7 autres ont été blessées, dont 5 grièvement. Les victimes ont été transportées à l'hôpital. Les opérations de recherche et de sauvetage sur place ont été menées par les services de sécurité, les secouristes et les habitants locaux. Des excavatrices ont également été mobilisées. Malheureusement, même après la fin des opérations de sauvetage, le nombre exact de personnes portées disparues reste inconnu. Il convient de noter que la saison des pluies, qui s'étend de juin à septembre, se poursuit actuellement en Éthiopie. Ce sont précisément les fortes précipitations qui sont la cause la plus probable du glissement de terrain. États-Unis. L'île de Porto Rico, située dans la mer des Caraïbes, bénéficie d'un climat tropical maritime. Cependant, elle traverse actuellement une sécheresse majeure qui a entraîné une grave crise d'approvisionnement en eau. Après un mois de juillet record de sécheresse, les réserves d'eau ont chuté brutalement et les autorités ont été contraintes d'imposer des restrictions sur sa distribution. Le 7 août, des dizaines de milliers d'habitants de San Juan et de 6 municipalités se sont réveillés sans eau. Le rationnement a touché plus de 180 000 abonnés. Les ménages et les entreprises ont été répartis en 2 groupes qui seront alternativement privés d'eau pendant au moins 48 heures. Par ailleurs, le système de distribution d'eau de Porto Rico est déjà vulnérable, même en dehors de toute sécheresse. Selon l'autorité des eaux, environ 65% de l'eau produite n'est pas facturée ou est perdue, principalement à cause de fuites et de canalisations vétustes. Rien que dans les quartiers de la ville de San Juan, cette année, avant l'introduction du rationnement actuel, au moins 118 jours de coupure d'eau ont été enregistrés. L'approvisionnement en eau était souvent interrompu pendant des journées entières et les habitants se plaignaient d'une faible pression. Désormais, la sécheresse a aggravé ces problèmes. À San Juan, juillet 2026 a été le mois le plus sec depuis plus de 120 ans d'observation et le 2e plus chaud de toute l'histoire de la région. Selon l'Observatoire américain de la sécheresse, environ 36% du territoire de Porto Rico se trouve dans des conditions de sécheresse sévère à extrême et environ 32% supplémentaires dans une situation modérée. L'agriculture en ressent également les conséquences. Dans les régions du sud de l'île, l'approvisionnement en eau pour l'irrigation a déjà été limité. Selon des données non officielles, la production de café a chuté de 69% en raison de la sécheresse. Les récoltes de poivrons et de fruits ont également diminué.
2 grands réservoirs ont dû être placés sous un régime de fonctionnement spécial en raison du manque d'eau. 5 autres pourraient être confrontés à des restrictions similaires dans un avenir proche. Les problèmes d'eau affectent non seulement les habitants, mais aussi l'industrie touristique. Les touristes craignent que les coupures d'eau ne touchent les hôtels, les restaurants et d'autres établissements. Certains ont déjà annulé leur voyage prévu. Pour Porto Rico, c'est particulièrement important, car le tourisme joue un rôle significatif dans l'économie du territoire. Sri Lanka. Début août, des pluies torrentielles au Sri Lanka ont provoqué des inondations soudaines et des glissements de terrain. Les zones montagneuses de la province centrale, ainsi que la province de Sabaragamuwa, ont été les plus durement touchées. Des glissements de terrain, de gros rochers et des pylônes électriques tombés ont bloqué plusieurs routes principales. Dans la ville de Nawalapitiya, un hôtel touristique a été inondé après que la rivière Mahaweli soit sortie de son lit. Les intempéries ont également touché des zones résidentielles. Plus d'100 de maisons ont été endommagées. Environ 3500 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile et d'évacuer vers des lieux sûrs. Les autorités ont fermé les écoles dans les zones touchées. Les inondations ont fait au moins 2 victimes. 5 autres vies ont été emportées par des glissements de terrain qui ont enseveli des maisons. Plusieurs personnes ont été blessées. Une chaleur anormale. Depuis fin juillet, la Corée du Sud est en proie à une vague de chaleur prolongée et extrêmement intense. Par ailleurs, le record national de température a été battu à plusieurs reprises en peu de temps. Le 2 août, dans la ville de Yongsan, dans la province de Gyeongsang du Sud, le mercure a atteint 42,5 degrés Celsius. Il s'agit d'un nouveau record national depuis le début des relevés météorologiques dans le pays. Même après le coucher du soleil, la température est restée supérieure à 30 degrés Celsius dans plusieurs régions et le nombre de ce qu'on appelle les nuits tropicales, où la température minimale ne descend pas en dessous de 25 degrés, a atteint des niveaux anormalement élevés. La situation a été aggravée par un déficit de précipitations. Ainsi, le niveau de remplissage du réservoir de Mirian a chuté à environ 36%, alors qu'à la même période l'année précédente, il dépassait les 89%. Au 9 août, plus de 3300 cas de maladies liées à la chaleur avaient été enregistrés en Corée du Sud et le nombre de décès a atteint au moins 30 personnes. Les personnes âgées, les travailleurs agricoles et ceux qui sont restés longtemps en plein air se sont révélés particulièrement vulnérables. Les pompiers et les employés des services locaux ont arrosé les routes et rendu visite aux habitants pour vérifier s'ils présentaient des symptômes de surchauffe. Dans les quartiers de Jokbang, des zones d'habitation très denses et bon marché, certains résidents ont été temporairement relogés dans des locaux climatisés. Après que 2 spectateurs ont perdu connaissance à cause de la chaleur pendant et après l'un des matchs de la Ligue professionnelle de baseball à Incheon, les 10 matchs prévus les 5 et 6 août ont été annulés et reportés à des dates ultérieures. La canicule a également gravement affecté l'agriculture. Plus de 17 000 têtes de bétail et volailles, dont des poulets, des canards et des porcs, n'ont pas survécu aux températures extrêmement élevées. De plus, environ 160 000 poissons sont morts dans les fermes aquacoles. Début août, une forte vague de chaleur a également touché une grande partie de la Chine. Elle s'est avérée particulièrement inhabituelle pour le nord-est du pays, où de telles températures élevées sont observées beaucoup plus rarement que dans les régions centrales et méridionales. Au 4 août, la chaleur a entraîné une forte hausse de la consommation d'énergie. La State Grid Corporation of China a indiqué que la charge sur les réseaux électriques avait atteint des sommets historiques. Des records ont été enregistrés, notamment dans les provinces du Hebei, de Tianjin, du Liaoning et du Shandong. Dans la capitale de la province de l'Anhui, la ville de Hefei, le pic de consommation d'énergie a dépassé les 12,3 millions de kilowatts le 4 août. Au cours de l'été, ce chiffre a déjà dépassé 11 fois le pic de l'année dernière et le record de la saison a atteint 13,4 millions de kilowatts, soit 8% de plus que le précédent maximum. Une forte chaleur a également persisté au Japon. Le 3 août, la température a atteint ou dépassé les 40 degrés Celsius dans 7 régions du pays simultanément.
Et au 7 août, le maximum diurne dépassait les 30 degrés dans plus de 80% des stations météorologiques. Cette année, le service météorologique japonais a même introduit un nouveau terme officiel pour désigner les journées où la température atteint 40 degrés Celsius ou plus, kokushobi, ou journée de chaleur extrême. Cette chaleur anormale a également affecté les animaux. Aux Otama à Tokyo, en raison de la détérioration de l'état des lions, leur présentation a été interrompue et le bus d'excursion spécial Lion Bus a été arrêté. De plus, certains autres enclos ont été fermés aux visiteurs, permettant aux animaux d'accéder à des espaces intérieurs plus frais. Les effets du changement climatique vont au-delà des simples températures élevées. Les niveaux de température de l'eau du Danube. Les incendies. La semaine dernière a été l'une des plus difficiles de la saison actuelle des feux de forêt aux États-Unis. D'importants foyers d'incendie ont brûlé simultanément sur une vaste zone de l'ouest du pays, de l'État de Washington à la Californie. Dans l'État de Washington, 3 grands incendies se sont approchés simultanément de Spokane, la deuxième plus grande ville de l'État qui compte plus de 230 000 habitants. Le feu s'est rapidement propagé dans les zones résidentielles, forçant les habitants à quitter leur maison. Un centre de soins pour personnes atteintes de démence, le campus d'un hôpital pour anciens combattants et une maison de retraite ont dû être évacués en urgence. Au total, les ordres d'évacuation ont concerné environ 64 000 personnes. Au total, plus de 900 bâtiments ont été détruits ou gravement endommagés à Spokane et dans ses environs. Dans l'État voisin de l'Oregon, un important incendie s'est déclaré dans la forêt nationale du mont Hood, l'une des régions montagneuses les plus populaires de l'État. En quelques jours, il s'est étendu sur 23 000 hectares. Les flammes se sont approchées d'axes routiers importants et d'infrastructures touristiques. La garde nationale de l'État a été mobilisée pour protéger les sites et lutter contre l'incendie. Un autre foyer important faisait rage dans l'État de l'Utah. En une semaine, la superficie de l'incendie a augmenté rapidement pour atteindre près de 45 000 hectares au 9 août. Le feu se dirigeait vers la petite ville de Fillmore, dont une partie des habitants a dû être évacuée. Le 7 août, un drame s'est produit. Un hélicoptère de lutte contre les incendies s'est écrasé, entraînant la mort des 2 pilotes. En raison de l'intensité des flammes, les secours n'ont pas pu atteindre immédiatement le lieu du crash. En Californie, l'incendie Gunn, qui a débuté le 3 août, a également coûté la vie à une personne. Son corps a été retrouvé dans l'une des maisons détruites par les flammes. Ces derniers jours, plusieurs nouveaux foyers d'incendie se sont déclarés dans l'État. Selon le Centre national interservices de lutte contre les incendies, au 10 août, le pays comptait 98 grands incendies incontrôlés. Dans l'ensemble, depuis le début de l'année, le feu a déjà détruit plus de 2,5 millions d'hectares aux États-Unis, ce qui constitue le chiffre le plus élevé depuis au moins 10 ans aux États-Unis. Et dépasse la moyenne de plus d'1,5 fois. Au Canada voisin, la situation semble moins dramatique en apparence. Ici, la superficie des terres brûlées ne dépasse pas la moyenne des 10 dernières années de manière aussi significative. Cependant, certains foyers se développent à une vitesse extrême, créant une menace sérieuse pour la population. C'est précisément le cas de l'incendie qui s'est déclaré le 7 août dans la région de la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique. En seulement 3 heures après sa détection, le feu s'est propagé sur environ 5000 hectares. Et dès la nuit suivante, la surface brûlée a pratiquement doublé pour atteindre 9500 hectares. L'intensité de l'incendie était telle que, selon les autorités, il a commencé à créer son propre système météorologique, capable de provoquer des éclairs. Un agent des services d'incendie a raconté que les flammes engloutissaient des arbres d'environ 30 mètres de haut et s'élevaient encore sur des dizaines de mètres au-dessus d'eux. L'incendie s'est rapidement approché des villes de Summerland et Peachland, forçant les autorités à entamer l'évacuation de quartiers entiers. Les habitants ont été exhortés à ne pas tarder à partir, car la situation pouvait changer en quelques minutes seulement. D'énormes embouteillages se sont formés sur les routes. Les centres d'hébergement temporaire étaient surpeuplés. Plus de 20 000 personnes ont quitté leur domicile, et celles qui se sont retrouvées coupées par les flammes ont été évacuées par hélicoptère. Malheureusement, une femme de 80 ans a péri lors de l'évacuation. Dans la région de Summerland, des maisons et d'autres bâtiments ont été détruits. Des pannes d'électricité ont touché la ville. Le 8 août, les autorités de la province de Colombie-Britannique ont déclaré l'état d'urgence. Cela signifie des vagues de chaleur plus fortes, des sécheresses intenses, des précipitations plus abondantes, ainsi qu'un risque accru d'inondations et d'incendies de forêt. La plupart de nos villes ont été conçues pour le climat du passé.
Les maisons, les routes, les réseaux électriques, les horaires de travail, les terrains de sport, tout cela a été calculé pour une certaine plage de température. Mais aujourd'hui, les anciennes normes correspondent de moins en moins à la réalité. La situation dans de nombreux pays confrontés à une chaleur extrême montre à quel point elle affecte profondément la vie quotidienne. Lorsque la température atteint 40 degrés ou plus, la climatisation ne devient plus une question de confort, mais un élément du système de sécurité. La vitesse des changements climatiques est particulièrement importante. On ne les observe plus à l'échelle de plusieurs décennies. Ces périodes se sont considérablement raccourcies. En quelques jours à peine, les anciens records de température sont remplacés par de nouveaux. Le nombre de jours et de nuits extrêmement chauds augmente et les conditions, considérées comme exceptionnelles il y a peu, se répètent désormais de plus en plus souvent. Et c'est là que réside le danger. L'être humain s'habitue rapidement à presque tout, même à ce à quoi il ne devrait pas s'habituer. Par conséquent, un nouveau record de température n'est pas une raison de paniquer, mais un signal indiquant que nos anciennes conceptions de la normale et nos mesures de sécurité doivent être réévaluées. Mais l'adaptation ne commence pas seulement au niveau de l'État ou de la ville. Chacun d'entre nous peut savoir quels proches sont particulièrement vulnérables à la chaleur, quels symptômes de surchauffe ne doivent pas être ignorés, quand il vaut mieux éviter les efforts physiques et où trouver un endroit frais et sûr. La solution ne se résume pas à une seule grande technologie. Elle repose sur des mesures concrètes, des espaces publics climatisés, des aménagements d'horaires de travail, l'ombrage des rues, l'utilisation de matériaux moins conducteurs de chaleur dans les infrastructures urbaines, la protection des réseaux électriques, un accès facilité à la climatisation des logements et une aide apportée à ceux qui ne peuvent pas la demander eux-mêmes. Toutes ces mesures sont nécessaires non seulement pour préserver le confort, mais surtout pour protéger la santé et la vie des personnes face à des conditions de chaleur extrêmes.